Stéphane Verger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Musée national romain, qui est un ensemble de 4 musées situés à Rome. Et vous allez nous donner envie de visiter cet été le Capitole de Brescia, dans le nord de l'Italie, où seront exposés 2 chefs-d'œuvre de l'Antiquité, le Boxeur et la Victoire ailée. Et ceci dans le cadre de la saison estivale de Bergame-Brescia, capitale italienne de la culture 2023. Tout d'abord, qui sont ces 2 personnages, si je puis m'exprimer ainsi, le Boxeur et la Victoire ailée? Alors, en effet, ce sont 2 des œuvres les plus importantes de l'Antiquité conservées en Italie, Oui. parce que ce sont 2 sculptures en bronze. Et les sculptures en bronze antique sont très rares parce qu'on refondait le bronze, évidemment. Oui. Et donc, il faut vraiment des circonstances très particulières pour que les sculptures soient conservées, soit par exemple des naufrages, Oui. comme les bronzes de Riace qui sont au musée de Reggio di Calabria en Calabre, dans le sud de l'Italie. Ils ont été retrouvés sous l'eau, soit ils ont été préservés, cachés lors de la destruction des monuments. Et c'est le cas pour les 2 grandes œuvres dont nous parlons, la Victoire de Brescia et le Boxeur ou le Pugiliste du Musée national romain, Oui. qui ont été cachés sans doute à la fin de l'Antiquité et qui sont parvenus jusqu'à nous comme ça. Et donc, ce sont des œuvres de très grande importance, non seulement pour leur rareté, mais pour leur qualité esthétique et leur qualité technique. Alors, le Pugiliste en bronze de Rome, c'est une statue qui a été attribuée à Lysippe, qui était un des plus grands sculpteurs grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ, de l'époque d'Alexandre le Grand. Oui. Maintenant, on l'attribue plutôt à un descendant de Lysippe, disons du 2e ou 1er siècle avant Jésus-Christ, mais il n'empêche que c'est un original grec de l'époque hellénistique, comme on dit, donc du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui a des caractéristiques vraiment époustouflantes parce que le corps est représenté de manière très, très réaliste et c'est un pugiliste qui a déjà combattu et qui a toutes les marques du combat. Donc, il a les chevilles enflées, par exemple, de la lutte, et il a surtout des cicatrices et du sang qui coule de sa tête, de ses bras. Et le sang est représenté par des incrustations de cuivre qui devaient représenter vraiment le rouge du sang. Il a les oreilles complètement éclatées par le combat, etc. Donc c'est vraiment un boxeur groggy, disons, Oui. mais qui se relève. Et il y a ce symbole de la résistance de l'homme qui a combattu longtemps, qui a été blessé, mais qui relève la tête, disons. Et j'ai pu lire qu'on se demande s'il a réellement existé, si c'était un personnage réel, et puis aussi on voit qu'il a été un sujet de dévotion également. Oui, alors donc on ne sait pas si c'est un personnage mythologique. Oui. Par exemple, un roi barbare lors de l'expédition des Argonautes de Jason vers la Colchie, donc vers la Géorgie actuelle, pour aller prendre la Toison d'Or. Donc les Argonautes ont rencontré toute une série de peuples, et parmi eux il y avait un certain Amycos qui était un roi qui défiait à la lutte tous les voyageurs qui passaient. Donc c'est possible que ce soit ça, ou bien un lutteur anonyme, comme il y en avait de nombreux qui participaient aux grands jeux panhelléniques de Delphes, d'Olympie, de Némée, etc. Et qui jouissait d'une grande popularité d'ailleurs auprès de la population. Alors oui, parce que donc on a pu encore l'observer très récemment parce que à l'occasion de l'événement de Brescia, on a pu faire des analyses nouvelles sur le pugiliste et on a confirmé que les pieds du pugiliste étaient entièrement lisses, oui. Parce que, comme la statue de Saint-Pierre au Vatican, oui. les gens qui passaient devant la statue devaient toucher les pieds et donc les pieds ont été usés pendant la longue utilisation de la statue.
Pourquoi est-ce qu'il est intéressant, au-delà des qualités esthétiques et historiques de ces deux œuvres, de les réunir et pour le public de les voir ensemble? Alors, donc ça sera, alors c'est intéressant, y compris scientifiquement, mais Oui, c'est aussi une sorte de symbole, hein, parce que la capitale de la culture attribuée à Brescia et à Bergamo, et l'attribution a été justifiée par la très grande beauté des deux centres et l'importance historique, en oui. particulier de Brescia, parce que c'était une sorte de petite Rome au nord de l'Italie. Mais il y a aussi une autre justification, qui est que ce sont les deux villes qui ont souffert le plus et le plus rapidement de la pandémie, hein, Oui. en 2020. Et donc, avec les collègues des musées de Brescia, on a dit il faut peut-être avoir un symbole très fort pour à la fois culturel, mais en même temps un symbole de renaissance, de résilience. Et le meilleur symbole que l'Italie peut fournir à Brescia, c'est la résilience qui est représentée symboliquement par le pugiliste de Rome, parce que c'est vraiment un athlète qui a souffert, qui a traversé des épreuves terribles, mais qui relève la tête et qui voit déjà le bout du tunnel, et la victoire qui représente cette allégorie de la victoire, et donc la victoire qui est maintenant, disons, acquise, on l'espère, sur les épreuves que nous avons tous passées. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter que c'est aussi se souvenir et apporter au public le souvenir que les arts romains et hellénistiques sont fondateurs de notre culture? Oui, exactement, évidemment. Et en Italie, c'est très important, Oui, évidemment, parce que il y a à la fois un aspect italique, hein, et puis à partir du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, et à Rome pendant tout le 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, la culture grecque a été extrêmement importante, hein. Il faut penser à Cicéron, par exemple, oui. aux œuvres de Cicéron, et Cicéron lui-même faisait venir pour sa villa des œuvres de la Grèce, des sculptures de la Grèce, hein. Il avait un, un conseiller pour faire venir les plus grandes œuvres de la Grèce. Et les Romains se sont nourris véritablement de la culture grecque. Et donc c'est aussi ça, hein, la victoire et le pugilisme, c'est à la fois la Grèce et Rome qui sont réunis en un seul groupe, en une seule œuvre. Elles sont réunies en une seule œuvre et elles sont exposées dans un lieu tout à fait particulier et unique. On a évoqué rapidement tout à l'heure le Capitole de Brescia. C'est un lieu qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, exactement. Alors le Capitole de Brescia, donc c'est un monument qui est le symbole de Brescia, hein, Oui, finalement, qui est le symbole de la romanité aussi. C'est ce temple qui était le temple, le cœur oui, de la cité romaine, qui était une sorte de transposition dans les nouvelles villes romaines du cœur de la Rome, oui. hein, du Capitole de la Rome, et donc de Rome, avec le grand temple de Jupiter Capitolin et de la Triade Capitoline. Et donc à Brescia, c'est vraiment le symbole de la romanité, et dans toute l'Italie du Nord. Et c'est pour ça qu'il y a cette Cette exposition. certification de l'UNESCO. Oui, Et d'autre part, donc, c'est un lieu qui a eu une longue histoire aussi, hein, dans la redécouverte de l'Antiquité au XVIIIe et au XIXe siècle. Et la victoire de Brescia, qui a été trouvée dans la première moitié du XIXe siècle, 80 ans à peu près avant le pugiliste, hein, 60 ans, pardon, avant le pugiliste qui a été trouvé en 1885. La victoire de Brescia a eu également une longue histoire, et donc elle est très connue oui. par l'histoire de la recherche autour d'elle. C'est un lieu qui a été récemment restauré. Qu'est-ce qu'elle a apporté, cette restauration? Alors la restauration est très intéressante, et vraiment j'invite tout le monde à aller voir le Capitole de Brescia. D'une part, donc, il y a le Capitole lui-même qui a été laissé dans son état de la reconstitution moderne, hein, avec en particulier une salle, une cella, donc où se trouvent
exposé sur les murs toutes les inscriptions qui ont été découvertes à Brescia, les inscriptions latines très intéressantes. Et en dessous de ce Capitole, il y a également une phase plus ancienne, une phase du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec des peintures magnifiques, des fresques magnifiques qu'il faut vraiment aller voir parce qu'elles sont tout à fait nouvelles et peu connues. Et par ailleurs, donc, dans les dernières années, l'une des salles, l'une des 3 cellas du temple, du Capitole, a été refaite pour la présentation de la victoire. Et c'est dans cette salle que sera présenté le pugiliste avec la victoire. Et c'est un grand architecte espagnol qui s'appelle Baldeweg, Juan Navarro Baldeweg, qui a fait cette nouvelle présentation avec des lumières magnifiques, avec vraiment une élégance extraordinaire dans la présentation de la victoire qui prend une toute autre signification avec cette nouvelle présentation. Et d'autre part, pendant ce travail qui a été fait pour la nouvelle présentation, il y a eu des analyses qui ont été faites sur l'œuvre et qui ont permis de revoir la thèse selon laquelle c'était une œuvre grecque qui avait été transformée au 1er siècle après Jésus-Christ. Maintenant, on pense, et avec beaucoup d'arguments, que c'est un original du 1er siècle après Jésus-Christ, de l'époque de Vespasien, donc qui a refondé, si l'on veut, le Brescia au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors j'ai une toute dernière question. Vous êtes le directeur du Musée national romain. Pour ceux qui prendront la route de l'Italie cet été, est-ce que vous avez quelques suggestions de visites à faire à Rome, au Palais Massimo par exemple, ou au Palais Altan ? Oui, alors le Musée national romain, finalement, bizarrement, n'est pas assez connu parce qu'il y a vraiment les grands chefs-d'œuvre de l'Antiquité qui sont là, les chefs-d'œuvre de la Grèce, comme le Discobole de Myron, l'une des plus belles statues de la Grèce antique du 5e siècle. Et que tout le monde connaît d'ailleurs. Et c'est dans tous les manuels, et c'est au Palais Massimo, devant la gare Termini, que l'on peut voir le discobole. Mais il y a aussi les chefs-d'œuvre de la peinture romaine, et en particulier le jardin de Livy, qui est cette fresque qui représente un jardin dans la salle à manger d'été de la femme d'Auguste, qui a été trouvée donc près de Rome et qui a été reconstituée complètement, remontée, c'est même pas reconstituée, c'est remontée au 2e étage du Palazzo Massimo. Et ça, c'est vraiment une œuvre à la fois très belle et en même temps d'une sérénité absolue qui, aujourd'hui, vraiment, on a cette sorte de fraîcheur du jardin qui est vraiment tout à fait opportune. Mais il y a en face de la gare également les thermes de Dioclétien. Les thermes de Dioclétien, qui font partie aussi du Musée national romain, sont le plus grand édifice thermal de l'Antiquité. C'était 13 hectares à l'époque, autour de 300 après Jésus-Christ. Et il pouvait accueillir des milliers de personnes d'ailleurs. Oui, des milliers de personnes. Donc c'était aussi un centre de culture. Il y avait des bibliothèques, il y avait des jardins où l'on pouvait se promener et disserter sur tous les sujets. Et au XVIe siècle, les thermes de Dioclétien ont été transformés en une grande basilique qui a été projetée et construite par Michel-Ange. Et derrière la basilique, il y a le cloître de la Chartreuse de Rome. Le grand cloître, c'est un des plus grands cloîtres de l'Italie, qui fait 100 mètres de côté. C'est magnifique. Et là aussi, on suppose que c'est un projet de Michel-Ange qui a été repris donc après la mort de Michel-Ange pour la réalisation. Et là, il y a des œuvres très importantes. Il y a par exemple la plus ancienne inscription connue en Méditerranée orientale, qui est une inscription de l'Osteria dell'Orsa, près de Rome, qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui est donc contemporaine des plus anciennes inscriptions grecques. Et quand on vous écoute, finalement, on a vraiment envie de s'adonner à l'otium, comme les anciens, en fait. Oui, alors à Rome, c'est ça, l'otium, donc cette culture qui passait
non pas par l'oisiveté, Non, pas du tout. Par la possibilité d'avoir des activités désintéressées, disons, et donc culturelles, philosophiques. Et c'est quelque chose qui existait aussi à l'époque de la Renaissance à Rome. Et c'est pour ça qu'il faut voir aussi le Palazzo Altemps, qui est tout près de la place Navone et qui est, alors, je le recommande absolument, je ne devrais pas dire ça parce que le succès du musée devrait être primé, mais c'est un lieu qui n'est pas très très fréquenté par rapport à l'importance et la beauté du palais et de la collection. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à venir. Et c'est un lieu qui a été occupé par une famille, la famille Altemps, qui était autrichienne, mais qui s'est intégrée dans l'aristocratie romaine et qui a été témoin de toute la philosophie, de l'histoire et de la science du début du XVIIe siècle. Et par exemple, au Palais Altemps, on le sait peu, il y avait le premier télescope connu à Rome qui a été acheté directement par le duc d'Altemps à Galilée. Donc et il y a dans le Palais Altemps une très grande collection de sculptures antiques, la collection Ludovici. Il y a de très grands chefs-d'œuvre, mais alors pour moi qui viens du monde celtique, du monde gaulois, il y a le fameux groupe du suicide du Gaulois, qui est une des œuvres les plus importantes de la sculpture antique. Et avant de terminer, on va rappeler que les statues, le pugiliste ou le boxeur et la victoire ailée sont exposés au Capitole de Brescia du 12 juillet au 29 octobre. Donc, ça permet vraiment aux Français d'envisager un voyage en Italie, d'aller vous visiter à Rome et puis ensuite d'aller à Brescia et à Bergame. Et je vous remercie, Stéphane Berger, d'avoir bien voulu partager avec nous ce temps italien et de répondre à mes questions. Merci à vous, ça a été un grand plaisir et j'espère donc voir de nombreux Français au musée et à Brescia.